La crise de la culture, 8 exercices de pensée politique. Hannah Arendt. Chapitre 2. Le concept d'histoire antique et moderne. Partie 1. Histoire et nature. Ce qui a rendu obscure la discussion moderne de l'objectivité dans les sciences historiques et l'a empêché de toucher jamais les questions fondamentales qu'elle implique, semble être le fait qu'aucune des conditions de l'impartialité homérique ou de l'objectivité thucydienne ne sont présentes à l'époque moderne. L'impartialité homérique reposait sur l'hypothèse que les grandes choses sont évidentes d'elles-mêmes, brillent par elles-mêmes, que le poète, ou plus tard l'historiographe, a seulement à préserver leur gloire, qui est essentiellement fugitive, et qu'il détruirait, au lieu de préserver, s'il devait oublier la gloire qui fut celle d'Hector. Pendant la courte durée de leur existence, les grandes actions et les grandes paroles étaient, dans leur grandeur, aussi réelles qu'une pierre ou une maison. Quiconque était présent devait les voir et les entendre. La grandeur était aisément reconnaissable, comme ce qui, de soi-même, aspirait à l'immortalité, c'est-à-dire, négativement parlant, comme mépris héroïque pour tout ce qui vient et passe simplement, pour toute vie individuelle, la sienne propre incluse. Ce sens de la grandeur n'a pu survivre intact dans l'ère chrétienne pour la très simple raison que, selon les enseignements chrétiens, la relation entre la vie et le monde est l'exact opposé de celle de l'Antiquité grecque et latine. Dans le christianisme, ni le monde ni le cycle éternel de la vie ne sont immortels, mais seulement l'individu vivant singulier. C'est le monde qui doit passer. Les hommes vivront éternellement. Le renversement chrétien est basé, à son tour, sur les enseignements totalement différents des Hébreux, qui tinrent toujours la vie elle-même pour sacrée, plus sacrée que toute autre chose au monde, et tinrent toujours l'homme pour l'être suprême sur terre. À cette conviction intime du caractère sacré de la vie, en tant que telle, que nous avons conservée même après avoir perdu la certitude de la foi en une vie après la mort, se trouve liée l'importance accordée à l'intérêt personnel, encore si visible dans toute la philosophie politique moderne. Dans notre contexte, cela veut dire que le modèle thucydidien d'objectivité, quelle que soit l'admiration qu'on puisse lui porter, n'a plus aucune base dans la vie politique réelle. Depuis que nous avons fait de la vie notre préoccupation suprême et ultime, nous n'avons plus de place pour une activité basée sur le mépris de l'intérêt vital privé. Le désintéressement peut être encore une vertu religieuse ou morale, non une vertu politique. Dans ces conditions, l'objectivité a perdu sa valeur dans l'expérience, s'est séparée de la vie réelle et est devenue cette affaire académique sans vie que Droizien dénonçait à bon droit comme objectivité de nuque. En outre, la naissance de l'idée moderne d'histoire n'a pas seulement coïncidé avec la mise en question à l'époque moderne de la réalité d'un monde extérieur objectivement donné à la perception humaine comme objet inchangé et inchangeable. Elle a été puissamment stimulée par ce doute. Dans notre contexte, la plus importante conséquence de ce doute fut l'accent mis sur la sensation sensation, comme plus réelle que l'objet senti, et, en tout cas, comme seul fondement sûr de l'expérience. Contre cette subjectivisation, qui n'est qu'un aspect de l'aliénation du monde toujours croissante de l'homme à l'époque moderne, aucun jugement ne pouvait résister. Ils étaient tous réduits au niveau des sensations, et finissaient au niveau de la plus basse de toutes les sensations, la sensation de goût. Notre vocabulaire est un témoignage parlant de cette dégradation. Tous les jugements qui ne sont pas inspirés par un principe moral, considéré comme démodé, ou qui ne sont pas dictés par quelque intérêt personnel, sont considérés comme une affaire de goût. Et cela dans un sens peu différent de celui qu'on a en tête quand on dit que c'est une affaire de goût, de préférer la bouillabaisse à la soupe au pois. Cette conviction, malgré la vulgarité de ses défenseurs sur le plan théorique, a troublé la conscience de l'historien beaucoup plus profondément, parce qu'elle a des racines bien plus profondes dans l'esprit général de l'époque moderne que la prétendue supériorité des critères scientifiques de ses collègues dans les sciences de la nature. Malheureusement, il est de la nature des querelles académiques que les problèmes méthodologiques y sont susceptibles d'éclipser des questions plus fondamentales. Le fait fondamental quant au concept moderne de l'histoire est qu'il est né dans les mêmes XVIe et XVIIe siècles qui inaugurèrent le développement gigantesque des sciences de la nature. Primordial parmi les caractéristiques de cette époque qui sont encore vivantes et présentes dans notre propre monde est l'aliénation du monde de l'homme, que j'ai mentionné plus haut, et qui est si difficile à percevoir comme condition fondamentale de toute notre vie, parce qu'à partir d'elle, et pour une part au moins à partir de son désespoir, apparut la formidable structure de l'artifice humain que nous habitons aujourd'hui, à l'intérieur duquel nous avons même découvert les moyens de le détruire, en même temps que toutes les choses terrestres fabriquées par l'homme. La plus brève et la plus fondamentale expression que cette aliénation du monde ait jamais trouvée est contenue dans les célèbres De omnibus dubitandum est de Descartes,
car cette règle signifie tout autre chose que le scepticisme inhérent à la mise en question par elle-même de toute pensée authentique. Descartes formule sa règle parce que les découvertes alors récentes des sciences de la nature l'avaient convaincu que l'homme, dans sa recherche de la vérité et du savoir, ne peut se fier ni à l'évidence donnée par les sens, ni à la vérité innée de l'esprit, ni à la lumière intérieure de la raison. Cette défiance à l'égard des capacités humaines a été depuis lors l'une des conditions les plus fondamentales de l'époque moderne et du monde moderne. Mais elle n'a pas jailli, comme on le pense d'ordinaire, d'un affaiblissement soudain et mystérieux de la foi en Dieu, et sa cause ne fut à l'origine même pas un soupçon à l'égard de la raison comme telle. Son origine fut simplement la perte de confiance hautement justifiée dans la capacité des sens à révéler la vérité. La réalité n'était plus dévoilée comme un phénomène extérieur à la sensation humaine, mais s'était retirée, pour ainsi dire, dans le sentir de la sensation elle-même. Il se faisait maintenant que, sans la confiance dans les sens, ni la foi en Dieu, ni le crédit fait à la raison ne pouvaient plus être assurés, parce que la révélation de la vérité divine, aussi bien que de vérité rationnelle, avait toujours été comprise implicitement à l'image de la terrifiante simplicité du rapport de l'homme avec le monde. J'ouvre les yeux et je vois le visible. J'écoute et j'entends le son. Je meus mon corps et je touche le monde en ce qu'il a de tangible. Si l'on commence à mettre en doute la vérité et la sécurité fondamentale de ce rapport, qui bien sûr n'exclut pas l'erreur et l'illusion, mais au contraire est la condition de leur correction éventuelle, aucune des métaphores traditionnelles pour la vérité suprasensible, qu'il s'agisse des yeux de l'esprit qui peuvent voir le ciel des idées ou de la voix de la conscience écoutée par le cœur humain, ne peut plus conserver son sens. L'expérience fondamentale sous-jacente aux doutes cartésiens était la découverte que la Terre, contrairement à toute expérience sensible immédiate, tournait autour du Soleil. L'époque moderne a commencé quand l'homme, avec l'aide du télescope, tourna ses yeux corporels vers l'univers, sur lequel il avait spéculé pendant longtemps, voyant avec les yeux de l'esprit, écoutant avec les oreilles du cœur, et guidé par la lumière intérieure de la raison, et apprit que ses sens n'étaient pas ajustés à l'univers, que son expérience quotidienne, loin de pouvoir constituer le modèle de la réception de la vérité et de l'acquisition du savoir, était une source constante d'erreurs et d'illusions. Après cette désillusion, dont l'énormité est pour nous difficile à saisir parce qu'il a fallu des siècles avant que son plein choc fût ressenti partout, et non seulement dans le milieu plutôt restreint des savants et des philosophes, le soupçon commença à hanter de tous côtés l'homme moderne. Mais sa conséquence la plus immédiate fut l'essor spectaculaire de la science de la nature, qui pendant longtemps sembla être libérée par la découverte que nos sens ne disent pas la vérité. Désormais convaincus de la certitude de la sensation et par conséquent de l'insuffisance de la simple observation, les sciences de la nature se tournèrent vers l'expérience qui, en intervenant directement sur la nature, assura ce développement dont la progression a depuis lors semblé sans limite. Descartes devint le père de la philosophie moderne parce qu'il généralisa l'expérience de la génération précédente aussi bien que la sienne, la développa en une nouvelle méthode de pensée et devint ainsi le premier penseur complètement formé à cette école du soupçon qui, selon Nietzsche, constitue la philosophie moderne. Le soupçon à l'égard des sens est resté le cueil de l'orgueil scientifique, jusqu'à ce qu'il devienne de nos jours une source de malaise. L'ennuyeux est que nous découvrons que la nature se comporte si différemment de ce que nous observons dans les corps visibles et palpables de notre entourage, qu'aucun modèle formé d'après nos expériences à grande échelle ne peut jamais être vrai. C'est alors que la liaison indissoluble entre notre pensée et notre perception sensible prend sa revanche. Car un modèle qui laisserait l'expérience sensible complètement hors de compte et, par conséquent, serait complètement adéquate à la nature dans l'expérience est non seulement pratiquement inaccessible, mais même non pensable. L'embarrassant, en d'autres termes, n'est pas que l'univers physique moderne ne puisse être visualisé, car cela est évident dans l'hypothèse où la nature ne se révèle pas au sens. Le malaise commence quand la nature paraît devenir inconcevable, c'est-à-dire aussi bien impensable en termes de pur raisonnement. La dépendance de la pensée moderne par rapport aux découvertes positives des sciences de la nature se montre le plus clairement au XVIIe siècle. Elle n'est pas toujours admise aussi facilement que par Hobbes, qui attribuait sa philosophie exclusivement aux résultats de l'œuvre de Copernic et de Galilée, Kepler, Cassandi et Mersenne, et qui dénonçait toute la philosophie passée comme un non-sens avec une violence égalée, peut-être seulement par le mépris de Luther pour les stulti philosophies. On n'a pas besoin de l'extrémisme radical de la conclusion de Hobbes, qui n'est pas que l'homme serait mauvais par nature, mais qu'une distinction entre le bien et le mal n'a pas de sens, et que la raison, loin d'être une lumière intérieure dévoilant la vérité, est une simple faculté de calculer des conséquences. Car le soupçon fondamental que l'expérience quotidienne de l'homme présente une caricature de la vérité
n'est pas moins présent dans la peur de Descartes qu'un malin génie puisse gouverner le monde et dérober à jamais la vérité de l'esprit d'un être si manifestement sujet à l'erreur. Sous sa forme la plus anodine, il imprègne l'empirisme anglais, où la signification du donné sensible est dissoute dans les données de la perception sensible, qui ne révèlent leur signification que par l'habitude et la répétition des expériences, de telle sorte que l'homme, pris dans un extrême subjectivisme, est finalement emprisonné dans un non-monde de sensations dépourvues de signification que ne peuvent aucunement pénétrer aucune réalité et vérité. L'empirisme n'est qu'en apparence une revanche des sens. En fait, il repose sur l'hypothèse que seul un raisonnement du sens commun peut leur donner signification. Et son point de départ est toujours une déclaration de non-confiance dans la capacité des sens à révéler la vérité ou la réalité. Le puritanisme et l'empirisme, en fait, ne sont que deux revers de la même pièce. Le même soupçon fondamental a finalement inspiré le gigantesque effort de Kant pour examiner les facultés humaines d'une manière telle que la question d'une Ding an sich, c'est-à-dire celle de la faculté révélatrice de l'expérience en un sens absolu, peut être laissée en suspens. D'une importance beaucoup plus immédiate pour notre concept de l'histoire fut la version positive du subjectivisme qui naquit du même embarras. Bien qu'il semble que l'homme soit incapable de connaître le monde donné qu'il n'a pas fait lui-même, il doit cependant être capable de connaître au moins ce qu'il a fait lui-même. Cette attitude pragmatique est déjà la raison parfaitement explicite pour laquelle Vico tourna son attention vers l'histoire et devint ainsi l'un des pères de la conscience historique moderne. Il dit « Geometrica demonstramus, qua facimus, si physica demonstrare possemus faceremus ». Les choses mathématiques, nous pouvons les démontrer parce que nous les faisons nous-mêmes. Pour démontrer les choses physiques, il nous faudrait les faire. Vico ne se tourna vers la sphère de l'histoire que parce qu'il croyait encore impossible de faire la nature. Ce ne furent pas des considérations humanistes, comme on dit, qui le firent se détourner de la nature, mais exclusivement la conviction que l'histoire est faite par les hommes, tout comme la nature est faite par Dieu. C'est pourquoi la vérité historique peut être connue par les hommes, créateurs de l'histoire, mais la vérité physique est réservée aux créateurs de l'univers. Il a été fréquemment affirmé que la science moderne est née quand l'attention se déplaçait de la recherche du quoi à l'investigation du comment. Ce déplacement d'accent est presque une évidence si l'on suppose que l'homme ne peut connaître que ce qu'il a fait lui-même, et dans la mesure où cette hypothèse, à son tour, implique que je connais une chose chaque fois que je comprends comment elle est venue à être. De plus, et pour les mêmes raisons, l'accent se déplaçait de l'intérêt pour les choses à l'intérêt pour les processus, dont les choses allaient bientôt devenir les sous-produits, presque accidentels. Vico cessa de s'intéresser à la nature parce qu'il pensait que pour pénétrer le mystère de la création, il serait nécessaire de comprendre le processus créateur, alors que toutes les époques antérieures avaient pris comme allant de soi qu'on peut très bien comprendre l'univers sans jamais savoir comment Dieu l'a créé, ou, dans les termes de la pensée grecque, comment les choses qui sont par elles-mêmes sont venues à être. Depuis le XVIIe siècle, ce sont des processus qui ont constitué la préoccupation principale de toute recherche scientifique, naturelle aussi bien qu'historique. Mais celle de la technologie moderne et aucune science pure, quel que soit le degré de son développement, qui a commencé par substituer des processus mécaniques aux activités humaines, travaillait et œuvrait, et a fini par déclencher des processus naturels nouveaux, aurait été totalement adéquate à l'idéal du savoir selon Vico. Vico, qui est considéré par beaucoup comme le père de l'histoire moderne, ne se serait pas tourné vers l'histoire dans les conditions modernes, il se serait tourné vers la technologie. Car notre technologie fait vraiment ce que Vico pensait que l'action divine faisait dans le domaine de la nature et l'action humaine dans le domaine de l'histoire. À l'époque moderne, l'histoire a émergé comme quelque chose qu'elle n'avait jamais été auparavant. Elle n'était plus composée par les actions et les souffrances des hommes, et elle ne racontait plus l'histoire des événements touchant les diverses vies des hommes. Elle devint un processus, fait par l'homme, le seul processus comprenant tout qui dut son existence exclusivement à la race humaine. Aujourd'hui, cette qualité qui distinguait l'histoire de la nature est aussi une chose du passé. Nous savons aujourd'hui que bien que nous ne puissions faire la nature au sens de la création, nous sommes tout à fait capables de déclencher de nouveaux processus naturels. Et qu'en un sens, par conséquent, nous faisons la nature dans la même mesure que nous faisons l'histoire. Il est vrai que nous n'avons atteint ce stade qu'avec les découvertes nucléaires, où des forces naturelles sont libérées, délivrées pour ainsi dire, et où ont lieu des processus naturels qui n'auraient jamais existé sans l'intervention directe de l'action humaine. Ce stade va bien au-delà non seulement de l'époque prémoderne, où le vent et l'eau étaient utilisés pour suppléer et multiplier les forces humaines, mais aussi de l'ère industrielle, avec la machine à vapeur et son moteur à combustion interne, où des forces naturelles étaient imitées et utilisées comme des moyens de production créés par l'homme.
Le déclin contemporain de l'intérêt pour les humanités, et spécialement pour l'étude de l'histoire, qui semble inévitable dans tous les pays complètement modernisés, s'accorde tout à fait avec les premières incitations qui conduisirent à la science historique moderne. Ce qui n'est plus du tout de mise aujourd'hui est la résignation qui amena Vico à l'étude de l'histoire. Nous pouvons faire dans le domaine physico-naturel ce qu'il pensait qu'on pouvait faire seulement dans le domaine de l'histoire. Nous avons commencé à agir à l'intérieur de la nature comme si nous agissions à l'intérieur de l'histoire. S'il s'agit simplement d'une question de processus, il est apparu que l'homme est capable de déclencher des processus naturels qui ne se seraient pas produits sans l'intervention humaine, comme il est capable de déclencher quelque chose de nouveau dans le champ des affaires humaines. Depuis le début du XXe siècle, la technologie a émergé comme le terrain de rencontre des sciences de la nature et des sciences historiques. Et quoiqu'il n'y ait pas une seule grande découverte scientifique qui ait jamais été faite dans des buts pragmatiques, techniques ou pratiques, le pragmatisme, au sens vulgaire du mot, se trouve réfuté par le cours effectif du développement scientifique, cette issue finale est en parfait accord avec les intentions les plus profondes de la science moderne. Les sciences sociales relativement nouvelles, qui sont si rapidement devenues pour l'histoire ce que la technologie avait été pour la physique, peuvent avoir recours à l'expérience d'une manière beaucoup plus grossière et moins sûre que ne le font les sciences de la nature. Mais la méthode est la même. Elles aussi prescrivent des conditions à la conduite humaine, comme la physique moderne prescrit des conditions au processus naturel. Si leur vocabulaire est rébarbatif et si leur espoir de combler le prétendu fossé entre notre maîtrise scientifique de la nature et notre impuissance déplorable à organiser, manage, les affaires humaines par une technique scientifique des relations humaines, rend un son effrayant, c'est seulement parce qu'elles ont décidé de traiter l'homme comme un être entièrement naturel, dont le processus de vie peut être manipulé de la même manière que tous les autres processus. Dans ce contexte, cependant, il est important de comprendre dans quelle mesure décisive le monde technologique dans lequel nous vivons, ou peut-être commençons de vivre, diffère du monde mécanisé tel qu'il a surgi avec la révolution industrielle. Cette différence correspond essentiellement à la différence entre l'action et la fabrication. L'industrialisation consistait encore principalement en une mécanisation de processus de travail. Progrès dans la fabrication des objets et l'attitude de l'homme envers la nature restait encore celle de l'homo faber, auquel la nature donne le matériau à partir duquel est érigé l'artifice humain. Mais le monde où nous en sommes maintenant venus à vivre est beaucoup plus déterminé par l'action de l'homme dans la nature, la création de processus naturels qui sont amenés dans l'artifice humain et le domaine des affaires humaines, que par l'édification et la préservation de l'artifice humain comme une entité relativement permanente. La fabrication se distingue de l'action en ce qu'elle a un commencement défini et une fin qui peut être fixée d'avance. Elle prend fin quand est achevé son produit qui non seulement dure plus longtemps que l'activité de fabrication, mais a dès lors une sorte de vie propre. L'action, au contraire, comme les Grecs furent les premiers à s'en apercevoir, est en elle-même complètement fugace. Elle ne laisse jamais un produit final derrière elle. Si jamais elle a des conséquences, celle-ci consiste en général en une nouvelle chaîne infinie d'événements dont l'acteur est tout à fait incapable de connaître ou de commander d'avance l'issue finale. Le plus qu'il puisse faire est d'imposer aux choses une certaine direction, et même de cela il ne peut jamais être sûr. Aucune de ces caractéristiques n'est présente dans la fabrication. Comparé à la fugacité et à la fragilité de l'action humaine, le monde édifié par la fabrication est d'une permanence durable et d'une immense solidité. C'est seulement dans la mesure où le produit final de la fabrication est incorporé dans le monde humain, où son usage et son histoire définitive ne peuvent jamais être entièrement prédits, que la fabrication déclenche aussi un processus dont l'issue ne peut être entièrement prévue et échappe par conséquent à la volonté de son auteur. Cela veut dire seulement que l'homme n'est jamais exclusivement homo faber, que même le fabricateur demeure en même temps un être agissant, qui déclenche des processus où qu'il aille et quoi qu'il fasse. Jusqu'à notre époque, l'action humaine avec ses processus faits par l'homme était limitée au monde humain, alors que la principale préoccupation de l'homme quant à la nature était d'utiliser le matériau qu'elle offrait dans la fabrication pour édifier avec lui l'artifice humain et le défendre contre la force énorme des éléments. Dès le moment où nous avons commencé à déclencher des processus naturels de notre crue, et la fission de l'atome est précisément un tel processus naturel engendré par l'homme, nous n'avons pas seulement accru notre pouvoir sur la nature. Nous ne sommes pas seulement devenus plus agressifs dans nos rapports avec les forces existantes de la Terre, mais pour la première fois, nous avons capté la nature dans le monde humain en tant que tel, et effacé les frontières défensives entre les éléments naturels et l'artifice humain qui limitaient toutes les civilisations antérieures. Les dangers de cette action dans la nature sont manifestes si l'on admet que les caractéristiques mentionnées plus haut de l'action humaine font partie intégrante de la condition humaine. L'imprévisibilité n'est pas le manque de prévoyance, et aucune organisation technique des affaires humaines ne sera jamais capable de l'éliminer. Pas plus qu'un apprentissage de la prudence ne peut conduire à une sagesse qui reviendrait à savoir complètement ce que l'on fait.
Seul le conditionnement total, c'est-à-dire l'abolition totale de l'action, peut jamais espérer en finir avec de l'imprévisibilité. Et même la prévisibilité de la conduite humaine, que la terreur politique est capable d'assurer pendant des périodes relativement longues, ne peut changer l'essence des affaires humaines une fois pour toutes. Elle ne peut être sûre de son propre avenir. L'action humaine, comme tous les phénomènes strictement politiques, a partie liée avec la pluralité humaine, qui est l'une des conditions fondamentales de la vie humaine, dans la mesure où le monde humain est constamment envahi par des étrangers, nouveaux venus, dont les actions et réactions ne peuvent être prévues par ceux qui sont déjà là et vont s'en aller sous peu. Si, par conséquent, en déclenchant des processus naturels, nous avons commencé d'agir dans la nature, nous avons manifestement commencé à transporter l'imprévisibilité, qui nous est propre dans le domaine même que nous pensions régi par des lois inexorables. La loi des reins de l'histoire n'a toujours été qu'une métaphore empruntée à la nature. Et le fait est que cette métaphore n'est plus convaincante pour nous, parce qu'il est apparu que la science de la nature ne peut aucunement être certaine du caractère inaltérable des lois de la nature, dès lors que les hommes, savants et techniciens, ou simplement bâtisseurs de l'édifice humain, décident d'intervenir et ne laissent plus la nature à elle-même. La technologie, base sur laquelle les deux domaines de l'histoire et de la nature se sont rencontrés et interpénétrés l'un l'autre à notre époque, renvoie à la connexion entre les concepts de nature et d'histoire, tels qu'ils sont apparus avec la naissance de l'époque moderne au XVIe et XVIIe siècle. La connexion a son lieu dans le concept de processus. Tous deux impliquent que nous pensions et considérions tout en termes de processus et ne nous occupions plus des étangs singuliers ou des événements particuliers et de leurs causes spéciales et séparées. Les mots-clés de l'historiographie moderne, développement et progrès, étaient au XIXe siècle également les mots-clés des branches alors nouvelles de la science de la nature, particulièrement de la biologie et de la géologie, l'une traitant de la vie animale et l'autre d'un objet non organique en termes de processus historiques. La technologie, au sens moderne, a été précédée par diverses sciences, histoire naturelle, histoire de la vie biologique, de la Terre, de l'univers. Un ajustement réciproque de la terminologie des deux branches de la recherche scientifique avait eu lieu avant que la querelle entre les sciences de la nature et les sciences de l'histoire ne préoccupât le monde savant, au point que les questions fondamentales en fussent obscurcies. Rien ne semble plus propre à dissiper cette confusion que les derniers développements des sciences de la nature. Ils nous ont ramenés à l'origine commune de la nature et de l'histoire à l'époque moderne et démontrent que leur dénominateur commun se trouve en fait dans le concept de processus, comme le dénominateur commun de la nature et de l'histoire dans l'Antiquité résidait dans le concept de l'immortalité. Mais l'expérience qui sous-tend la notion moderne de processus, à la différence de l'expérience sous-jacente à la notion antique d'immortalité, n'est d'aucune façon primordialement une expérience que l'homme a faite dans le monde qui l'entoure. Au contraire, elle a sa source dans le désespoir de jamais expérimenter et connaître adéquatement tout ce qui est donné à l'homme et non fait par lui. Contre ce désespoir, l'homme moderne a mobilisé la pleine mesure des capacités qui sont les siennes. Désespérant de ne jamais trouver la vérité par la pure contemplation, il a commencé d'utiliser à cette fin ses capacités d'action. De la sorte, il n'a pu éviter de prendre conscience que l'homme, qu'il agisse, déclenche des processus. La notion de processus ne désigne pas une qualité objective de l'histoire ou de la nature. Elle est le résultat inévitable de l'action humaine. Le premier résultat du fait que l'homme agit dans l'histoire est que l'histoire devient un processus, et l'argument le plus puissant pour l'action des hommes dans la nature sous forme de recherche scientifique, et qu'aujourd'hui, selon la formule de Whitehead, la nature est un processus. Agir dans la nature, transporter l'imprévisibilité humaine dans un domaine où l'on est confronté à des forces élémentaires qu'on ne sera peut-être jamais capable de contrôler sûrement, est assez dangereux. Encore plus dangereux serait-il de méconnaître que, pour la première fois dans notre histoire, la capacité humaine d'action a commencé de dominer toutes les autres. La capacité d'étonnement et de pensée dans la contemplation n'ont moins que les capacités de l'homo faber et de l'animal laborans humain. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que les hommes désormais ne seront plus capables de fabriquer des choses, ou de penser, ou de travailler. Ce ne sont pas les capacités de l'homme, mais la constellation qui ordonne leurs rapports mutuels qui peuvent changer, et changent effectivement dans l'histoire. De tels changements peuvent être le mieux observés à travers les auto-interprétations changeantes de l'homme au cours de l'histoire. Celles-ci, bien qu'elles ne permettent peut-être aucunement de déterminer le quoi ultime de la nature humaine, sont encore les témoignages les plus brefs et les plus succincts de l'esprit d'époques entières. Ainsi, schématiquement parlant, l'Antiquité classique grecque fut unanime à penser que la forme la plus haute de la vie humaine avait son lieu dans la polis, et que la capacité humaine suprême était la parole. Rome et la philosophie médiévale définirent l'homme comme l'animal rationale, au stade initiaux de l'époque moderne. L'homme fut pensé d'abord comme homo faber, jusqu'à ce qu'au XIXe siècle,
l'homme fut interprété comme un animal laborance, dont le métabolisme avec la nature donnait la plus haute productivité dont la vie humaine fut capable. Par opposition à ces définitions schématiques, il serait adéquat pour le monde où nous en sommes venus à vivre de définir l'homme comme un être capable d'action, car cette capacité paraît être devenue le centre de toutes les autres possibilités humaines. Il est hors de doute que la capacité d'agir est la plus dangereuse de toutes les facultés et possibilités humaines, et il est également hors de doute que les risques créés par elle-même, que l'humanité affronte aujourd'hui, n'ont jamais été présents auparavant. Des considérations comme celle-ci n'ont aucunement pour but d'offrir des solutions ou de donner des conseils. Au mieux, elles pourraient encourager une réflexion soutenue et puisserait sur la nature et les potentialités intrinsèques de l'action, qui n'a jamais auparavant révélé aussi ouvertement sa grandeur et ses dangers.